Swag. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur avec monsieur Fernand Lopez qui nous accueille chez lui encore une fois au MMA Factory. En sueur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé juste avant l'interview? L'interview, j'étais sur la séance d'entraînement de Rislen. D'accord. Rislen combat bientôt en Chine. D'accord. Ça devrait être le 27 juillet. Okay. Et donc du coup, on est sur une phase d'entraînement, on est sur le cœur de la préparation, puisque ça fait pas longtemps qu'on a l'info. Et l'été s'annonce quand même assez chargé parce que Cyril qui fera ses débuts à l'UFC, plus la Rislen qui combat enfin, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme actualité, on va dire, du moment? Parce que normalement l'été les gens se reposent. Oui, non, l'été ne sera pas du tout du repos pour le MMA Factory. Là, il y a Sami Faidine qui combat le week-end dans 3 jours pour la ceinture des Flyweight au Cage Warrior. Ensuite, on a notre Italien Gregorio Latore qui combat le 27, c'est ça, le 27 juillet, le 13 juillet au Cage Steel en Angleterre. Ensuite, on a Francis Ngannou qui combat aussi le 29 sur le main event à Minneapolis contre Junior Dos Santos. Ouais. Voilà. Ensuite, il y a quoi d'autre? Et puis finalement, sur le mois d'août, on a ce week-end-là, je l'oubliais, là, le 29. Demain, je voyage pour l'Allemagne pour accompagner Damien Lapillus qui combat au GMC contre l'un des top contenders européens. Et ensuite, on rentre sur le mois d'août avec Veronica Macedo et Cyril Gane qui combattent sur la même carte, l'UFC Uruguay, à Montevideo. Donc, et comment ça se passe pour la gestion? Parce que là, on a l'impression que ça a accéléré un petit peu, non? Oui. Alors, la réalité, c'est qu'on a toujours été dans le jus au MMA Factory parce que, comme son nom l'indique, c'est une usine. Et j'ai la chance d'être super suppléé avec d'excellents coachs. J'ai une vingtaine de coachs avec lesquels je travaille, dont des collègues qui gèrent un peu partout. Là, il y a, par exemple, le 29, je vous ai cité 3 délégations, une en Allemagne, une en Angleterre. On se disperse, on coach et tout, il n'y a pas de souci. Et donc, on a ce qu'il faut. Chaque athlète a son préparateur physique, son préparateur mental. Et ça se passe plutôt bien. Avec succès. Et puis là, il y a eu la grosse nouvelle où Fernand Lopez a activement travaillé depuis des années. C'est la ministre qui a annoncé que le 1er juillet 2020, le MMA serait légalisé en France. Donc, alors est-ce que tu peux nous raconter un peu les coulisses de tout ça, pour ce que tu peux dire, parce que j'imagine que ça fait longtemps que tu travailles là-dessus dans l'ombre. Oui, ça fait longtemps que je travaille sur la normalisation du MMA en France. Cependant, je suis le petit dernier de ceux qui travaillent dessus. Depuis des années, il y a des pionniers du MMA qui travaillent dessus. Ça fait une trentaine d'années qu'ils travaillent sur l'encadrement du MMA, la reconnaissance du MMA en France. Moi, je suis arrivé là il y a à peine une dizaine d'années. Et donc, du coup, j'ai quand même mis ma petite pierre à l'édifice. J'ai aidé, j'ai eu la chance, grâce au président du MMA Factory, Benjamin Sarfati, de recevoir ici les 2 ministres de sport, les 2 derniers ministres de sport. Donc, on parle de Laura Flessel et ensuite Roxana Maracignani. Et on est arrivé, on commence à voir le bout de tunnel. On voit le bout de la lumière puisqu'on a une date exacte qui sera la date d'annonce définitive de l'entrée du comité de MMA au sein d'une fédération délégataire. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. On a enchaîné pas mal de réunions ces derniers temps. Réunions à la direction des sports à Paris, réunions au ministère des Sports à la centrale avec la ministre des Sports, déjeuner, conférence de presse et réunion avec IMG. L'UFC, que je profite ici pour remercier le travail incroyable qu'ils ont fait sur le rôle qu'a joué IMG sur la reconnaissance du MMA a été vraiment prépondérant, dans le sens où aujourd'hui les acteurs du MMA français se réunissent quasiment tous les mois ou voire toutes les 3 semaines autour du table grâce à cette initiative de IMG de jouer le rôle d'arbitre, de jouer le rôle central de fédérateur. Et aujourd'hui, c'est d'une seule voix qu'on parle tous pour la légalisation du MMA.
Et donc là, est-ce que enfin tu peux te reposer un petit peu ou va y avoir encore du travail à faire d'ici à janvier? Je pense qu'il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant sur cette normalisation du MMA. Pourquoi? Parce que c'est écrit, c'est verrouillé, la ministre a la volonté, le cabinet ministériel a la volonté, la direction l'a mentionné, les dates sont données. Cependant, de la même manière, donc il peut y avoir un lobby pour pouvoir acter le MMA, de la même manière, il peut y avoir un anti-lobby qui arrive derrière et qui vient dire non, nous on n'est pas d'accord, nous on faisait un recours, on n'est pas d'accord, on n'aime pas ce sport, il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant aussi sur le travail des 7 fédérations qui sont calées sur l'accueil du MMA parce qu'on va rester vigilant sur ce qu'on appelle la gouvernance, comment est-ce que ça va se passer, dans quel contexte est-ce que le comité français de MMA est accueilli, est-ce que les règles démocratiques nous sont en tout cas équitables, est-ce qu'on respecte les valeurs de la République sur la parité homme-femme, est-ce qu'on a une gestion transparente sur l'aspect financier, est-ce qu'on a une indépendance quand même relative pour un comité. Donc voilà, on reste vigilant dessus, on suivait ça de près, mais on est sur la bonne voie en tout cas. Et concrètement, qu'est-ce que ça va changer, cette légalisation, à partir du 1er janvier 2020? Qu'est-ce que ça va changer la légalisation? La première des choses, c'est que sur l'impact, tout de suite, on a le fait que dorénavant, on aura moins de blessures. Moins de blessures, pourquoi? Parce que l'OMMA devient assujetti à l'article L212 du Code du sport qui vient sécuriser les pratiques sportives avec l'obligation de qualification. Donc dorénavant, il y aura plus d'observation sur ce qui est du choix de l'encadreur qui vient encadrer. On va devoir être diplômé pour pouvoir être sûr qu'on évite la pratique sauvage. Dorénavant, l'OMMA va aussi connaître la reconnaissance du sport de haut niveau. Les athlètes ne seront plus laissés à eux-mêmes. Il y aura les collectivités territoriales, les collectivités locales qui vont peut-être aider l'OMMA parce qu'elles n'auront plus la crainte du fait que ce soit un sport pas reconnu. Il y aura le fait que dorénavant, on pourra donner des titres à nos athlètes de dire champion de France. Et donc, c'est quelque chose de bien. Dorénavant, les athlètes français pourront faire de la compétition auprès de leur famille avec un public plus large et tout. Et puis, autre chose dont on n'aime pas parler en France, les retombées économiques sont juste incroyables sur ce qui est. C'est-à-dire que si je vous donne un exemple, les dernières études pensent que l'État de New York, qui est le dernier État à avoir validé l'OMMA aux États-Unis, a bénéficié sur une année de près de 118 millions de dollars de retombées financières avec quasiment 5 millions de dollars juste sur le fixe, sur les rentrées fiscales. Donc c'est quelque chose qui est une manne énorme pour les collectivités qui vont accueillir l'OMMA. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait qu'une ville comme Paris, si elle organisait un seul événement de MMA, puisqu'il faut que les choses soient dites, l'UFC n'a pas l'intention de faire 12 événements en France. L'UFC, quand on voit les pays où sont organisés l'UFC, c'est une fois à l'Allemagne, une fois en Pologne, une fois voilà. En Angleterre. Donc, au maximum, on aurait 2 fois, mais une fois, si on organisait une seule fois un événement de MMA de type UFC en France, on aurait quasiment 495 emplois créés de manière directe et indirecte, quasiment 200 emplois créés de manière directe dessus. C'est la baisse du chômage quand même pour le pôle emploi finalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que la non-employabilité sur ce qui est du sport de combat est incroyable. C'est-à-dire que les taximens qu'on a là dehors, les électriciens qu'on a, les personnes qu'on a, il y a peu de salles qui peuvent employer un coach. Ce coach-là, là, vous êtes en train de regarder un cours de lutte. Voilà. Et donc, il y a Jonathan Tian qui est en train de donner un cours de lutte. C'est un excellent coach de lutte qui a été membre de l'équipe de France de lutte pendant une dizaine d'années. Et aujourd'hui, il est là dans cette salle, il a celle la lutte, mais il enseigne bénévolement. Parce que l'OMMA n'étant pas professionnel en France, on n'a pas encore assez de moyens pour qu'il soit payé. Et du coup, quel est son métier? Il est agent immobilier. Imaginez juste s'il était payé pour sa passion. Il lâcherait le poste d'agent immobilier et on aurait le chômage qui serait... Peut-être que sa passion, c'est l'immobilier. Pour le moment, je suis au courant de sa passion. Je parle en connaissance de cause. Okay? Donc voilà, tout ça pour dire que on ne peut pas négliger toutes ces retombées économiques, toutes ces retombées sur... C'est-à-dire que quand un grand événement arrive en France, de la même manière, le grand événement dont on a peur parce qu'il arrive avec quelque chose
de mercantile, mais il faut savoir qu'il y a un échange possible avec ces organisations. Du moment où on a une sécurité comme celle qu'on a aujourd'hui avec la Fédération internationale de MMA qui est l'IMAF, avec le fait qu'ils tiennent compte d'un système de dopage, le meilleur au monde avec USADA, qui a une réglementation sur la pesée, avec un monitoring de pesée quasiment sur toute la Fight Week, on sait qu'on peut amener un MMA sécuritaire. À partir de ce moment, qu'il y ait de l'argent qui rentre en compte et que cette manne financière puisse devenir un ascenseur social pour les athlètes, moi, ça ne me pose pas un problème. Il n'y a pas de dichotomie ou bien il n'y a pas d'opposition entre le développement du sport de masse, donc du sport amateur, en opposition avec le sport professionnel. Les deux peuvent combiner ensemble et c'est d'ailleurs les paroles de la ministre du Sport qui veut qu'on puisse avoir ce sport à deux vitesses dans la même fédération et dans la même entité. Eh ben, ce serait magnifique. Et concernant l'UFC en France, vraisemblablement, on peut dire que ce sera à la Corotel Arena, mais après, les questions, est-ce que toi, tu peux, on va dire, tempérer un petit peu les attentes? Parce que c'est vrai, il y a des gens qui commencent à dire qu'il y aura des pay-per-view, il y aura vraisemblablement, ce sera comme ce qui se fait actuellement à Londres. C'est ça. Je ne pense pas qu'on puisse avoir du pay-per-view tout de suite en France. Effectivement, on a des athlètes aujourd'hui qui ont une puissance de pay-per-view. C'est-à-dire que Francis reste un franco-camerounais qui pourrait lui apporter du pay-per-view en France. Mais les autres athlètes qu'on a, bien que Cyril Gane soit un futur crack qui va sûrement apporter du pay-per-view en France, pour le moment, il ne combat pas en pay-per-view parce qu'il n'est pas encore assez connu. Aujourd'hui, ce qu'il y a à l'UFC, voilà, on a encore beaucoup à faire. Il y a un gros potentiel. Il y a des personnes nouvelles qui vont être recrutées très, très prochainement à l'UFC. Et donc, du coup, on peut estimer qu'il y aura un événement correct déjà sur ce qu'il y aura comme chaîne de télévision, puisque RMC Sport aujourd'hui a les droits de diffusion. On ne sait pas si ce sera le cas le moment venu quand l'UFC décidera d'organiser, mais en tout cas, on aura déjà une bonne télévision qui va retransmettre et c'est une bonne chose. Aujourd'hui, on sait que l'un des indicateurs de l'avancée et de la démocratisation du MMA, c'est le nombre. Enfin, si aujourd'hui vous faites l'interview, c'est parce que le MMA commence à prendre sa valeur et qu'il commence à être quelque chose de mainstream. Donc petit à petit, on va y arriver sur ce qui est le pay-per-view. Donc affaire à suivre pour le pay-per-view. Et toi, maintenant, Fernand, maintenant que ça a accompli, qu'est-ce qui te fait rêver finalement? Qu'est-ce qui me fait rêver, moi? Non, qu'est-ce qui me fait rêver, c'est toujours de continuer à faire monter l'OMMA français d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire que... là, c'est déjà quand même avec le même factory, oui, en haut de l'Europe, finalement. C'est ça. Ça veut dire que ce que j'essaie de faire, moi, c'est de me dire qu'à ma petite échelle, sans être président de la fédération, puisque vous m'avez posé la question, je voulais dire, je ne voudrais pas briguer un poste sur la commission, sur le comité de MMA, parce que je n'ai pas le temps matériel pour le faire et parce que je préfère laisser la place à des personnes qui pourraient être beaucoup plus compétentes que moi dessus. Et je vais m'occuper des projets sur lesquels je me sens bien. Et donc le projet sur lequel je me sens bien, c'est notamment le développement, la concentration sur la performance sportive. Je suis persuadé que plus on aura de la performance sportive et plus on aura d'événements en France. Il y aura une pluie d'événements en France, mais il y aura beaucoup de petits événements qui vont arriver et qui vont disparaître parce qu'ils ne comprennent pas encore la gestion financière et tout ce qui va avec. Et le fait d'avoir une constante évolution sur la pérennité de la qualité d'athlètes français, on va pouvoir rester sur le haut de l'affiche et avoir peut-être passé à 2 événements de l'UFC, peut-être même d'autres événements. Attention, oui, il y a d'autres organisations. On pourra avoir le Bellator ici, on pourra avoir le Bref qui s'est prononcé en disant qu'il pourrait venir en France. On pourrait avoir, il y a vraiment une tonne il y a beaucoup d'événements qui souhaitent se poser en France. Et puis en deuxième recours, c'est l'événementiel. C'est pas un secret, j'ai été co-organisateur du premier événement, le seul événement avec Frappe au sol, avec Cash sur la place parisienne, au cycle d'hiver, il y a 3 ans, c'était le 19 septembre 2015. Je ne compte pas m'arrêter là, j'aime faire des choses bien, à chaque fois que j'organise, j'essaie de faire les choses bien, donc je promets à tous les spectateurs ou les téléspectateurs qu'il y aura un superbe événement en 2020 de MMA organisé ou en tout cas co-organisé par moi sur l'année 2020. Un gros show. Attention. Et là, on va passer
les échéances un peu plus courtes sur tes combattants. Tu parlais lors de la dernière interview, tu disais que tu allais lâcher le fameux poids lourd là, qui donne tant de mal à Cyril Gane au sol et à Francis aussi au sol. Il a combattu, il est à 1-0 maintenant. Quelle va être la suite alors? La suite, c'est la suite prévue pour Slim. Et pas d'ailleurs que Slim, on a ici à la salle aujourd'hui 2 poids lourds. On en a 6 des poids lourds. On a Luc Kelagé, on a Sofiane Boukichou qui a eu un accident malheureux sur son tibia au Cage Warrior récemment, mais qui est en train de se rétablir. On a Robson, donc Grégory Robinet, qui est un excellent poids lourd, qui a vaincu sur 6 combats, qui est en train de faire sa montée. Et puis on a ceux qui sont déjà très près pour le combat de haut niveau, comme Enoch Efa, que tout le monde connaît, qui a été l'un des meilleurs porte-drapeaux français sur ce qui est de la boxe française et savate, et ce qui est du full contact. Il va faire son entrée en MMA. On a Slim Traveski qui sont les sparring principaux de Cyril Gane, de Francis, qui sont déjà à l'UFC. Et ces personnes-là ont vocation à aller sur des grosses organisations telles que le TKO, telles que le Cage Warrior, pour aller chercher la solution et aller rejoindre le roster du haut niveau, quoi. Et t'as pas peur d'avoir finalement autant de combattants haut niveau dans les mêmes catégories et que quelque part tu puisses pas éviter à un moment les duels MMA Factory entre factoriens? Les duels factoriens ne sont pas un souci si on arrive au final. En gros, ce qui serait dommage, c'est que sur l'entrée de jeu, l'entrée à l'UFC, qu'il y ait une sélection entre des athlètes du Factory. Mais je pense qu'aujourd'hui, on le voit dans les grosses teams et ils se sont retrouvés à un moment donné. Oui, mais ils arrivaient. Cain était resté en lourd, Cormier était descendu, tu vois. C'est ça. Mais voilà, comme on n'en est pas encore là, on ne va pas faire la fine bouche à ce qui nous arrive. On a une possibilité d'avoir des athlètes qui ont un game que personne d'autre n'a. On a MMA Champagne, je l'appelle. On a un MMA autre que personne n'a dans le monde. On a des athlètes en poids lourd qui bougent comme des mecs qui sont des welterweight. On a des mecs avec une lecture de jeu de boxe que personne n'a nulle part. Et on a des gens avec une lecture de lutte comme Slim que personne n'a nulle part. Donc pourquoi on va s'en priver? Développons-les. En croisant les doigts pour qu'ils ne se croisent pas sur les playoffs et qu'ils se recroisent éventuellement en finale. Et s'ils se croisent en finale, pourquoi pas? C'est une fierté de reculer et de dire ok, voilà 2 factoriens ou en tout cas 2 Français qui se retrouvent sur une finale. Ce serait génial. Je pense que ce sont des moteurs pour aller tirer les petites catégories sur lesquelles il y a beaucoup plus de compétition. Ces moteurs-là, le fait d'être là-dessus, vont tirer les personnes qui sont aujourd'hui. On sait aujourd'hui que ce n'est pas un secret. Taylor est sur la sellette pour pouvoir faire son retour à l'UFC, que c'est une question de temps. Donc du coup, la lumière qu'apportent ces poids lourds va forcément rayonner sur ces jeunes et puis d'autres Français, d'excellents Français aujourd'hui. Je pense à Mansour Banaoui qui vient de faire un truc incroyable avec son organisation. Je pense à Saladin Parnan qui est un excellent combattant et tout, qui est en train de faire un chemin incroyable au KSW. Je pense que dorénavant, on a la possibilité de vraiment monter le drapeau le plus haut possible et surtout en tirant sur les catégories où il y a la lumière. Et pour revenir donc au MMA Factory, derrière tous ces succès, il y a le mastermind Fernand Lopez. Cyril nous a parlé de ta fameuse technique pour finalement contrer les lutteurs, qui fait qu'aujourd'hui il dit moi j'ai pas du tout peur d'affronter un lutteur parce qu'ok, bon c'est pas ma force principale, mais moi je sais qu'avec les déplacements que je travaille en continu avec Fernand, j'ai cette avance là. Et ça c'est quelque chose, depuis quand tu travailles tout ça? Depuis quand je travaille tout ça? Depuis le jour où Joanna Jędrzejczyk est devenue la championne de l'UFC en strawweight. C'est une amie et elle a été surprise quand je lui ai dit tu as changé ma vision de coach. Te voir combattre m'a permis de réadapter et de réajuster ce que j'avais comme défense de lutte pour les strikers. Et donc du coup, j'ai vu cette jeune fille qui a inversé le rôle. Les strikers se retrouvaient tout le temps en gibier et les prédateurs, c'était les lutteurs qui leur mettaient la pression. Et cette jeune fille a inversé le jeu, a mis une certaine pression tout en maintenant l'interdistance qui la séparait de l'athlète. Et ensuite, on a vu que ça commençait à changer. On a vu que le jeu de Conor se basait dessus. Jusqu'au dernier combat de Conor, où il essaie de défendre la lutte de Khabib en luttant avec Khabib.
Conor était intouchable. C'est-à-dire qu'il était intouchable parce qu'il avait masterisé le maintien de l'interdistance. Donc voilà, pour vous dater exactement, voilà, à partir du moment où j'ai fait une réflexion dessus, c'est ça. Je me fais un devoir de mater tous les samedis l'UFC, pas simplement... Vous pouvez le voir sur son Instagram. Voilà, pas simplement pour le côté ludique de la chose, mais surtout aussi pour le côté pédagogique. Et le côté pédagogique pour moi, c'est-à-dire que je me pose en face d'élèves et je réapprends tous les jours. Je ne combats plus, donc j'ai besoin de me mettre à jour tous les jours sur les nouvelles techniques, sur les nouveaux concepts complexes technico-tactiques, sur les nouvelles méthodes stratégiques de combat. Et ça m'a permis, en regardant le combat de Joanna Jędrzejczyk contre la lutteuse Esparza, de capter ce qui se passait et de l'appliquer. Et aujourd'hui, je suis content d'avoir des athlètes qui le maîtrisent à la perfection. Et comment t'expliques qu'il n'y ait pas plus de coachs qui mettent ça en place? Parce que c'est vrai que quand tu l'as dit, ça paraît évident finalement. Parce que le principe même du coaching en général, c'est que le principe de tout ce qui réussit, pas toujours, hein, c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que en général, toutes les idées révolutionnaires passent par 3 étapes. D'abord, c'est stupide, ridicule. Ensuite, c'est dangereux parce que ça menace l'ordre établi des choses. Et à la fin, c'est évident. Tout ce que vous aurez fait dans la vie, vous prenez le vote des femmes. À un moment donné, le vote des femmes, c'était juste ridicule et stupide. Ensuite, c'est devenu dangereux parce que ça menaçait l'ordre établi par les hommes. Et puis finalement, c'est devenu évident en disant on ne peut pas refuser à un être humain de voter. Donc, quand le petit Fernand Lopez décide d'utiliser une serviette qui a été mise dans de la glace froide pour pouvoir refroidir Francis sur le combat de Stipe, on crée au scandale parce que c'est qui Fernand Lopez? Il ramène une idée et on dit non, c'est stupide, c'est con. Et les gens ne se posent même pas la question, est-ce que la serviette elle est sèche, est-ce qu'elle est mouillée, est-ce qu'elle est glacée, est-ce qu'elle baisse sérieusement la température du corps. Ensuite, à un moment donné, l'idée devient quelque chose de dangereux parce que ça menace l'ordre établi. Mais quand vous observez aujourd'hui, je vous mets au défi, allez regarder le coin de Mayweather, allez regarder le coin vous allez voir des boxeurs utiliser les serviettes mouillées. Et ensuite, ça devient une évidence en se disant, une petite éponge qui a toujours été utilisée à l'époque qu'on met sur la nuque ne suffit pas à baisser la température générale du corps et la température interne du corps. Donc du coup, pour pouvoir réguler la température et baisser la température, il va falloir l'aider avec une surface plus large qu'une serviette refroidie. Donc le même exemple revient sur ce que j'appelle les déplacements à les utiliser en anti-défense. Dans un premier temps, on dit, qu'est-ce qu'il raconte Fernand Lopez? Il faut juste qu'il foute Francis à la lutte. Il faut que Francis bouffe de la lutte et de la lutte. Mais sauf qu'il pourra faire la lutte comme il veut, il ne sera jamais aussi bon lutteur que Cain Velasquez ou aussi bon lutteur que Stipe Miocic parce que l'avance qu'ils ont eue avec le fait d'être NCAA, c'est un autre niveau. Mais un jour, ça deviendra évident. Ça passera par dangereux et ensuite ça deviendra évident. Voilà. Et enfin, dernière question donc Fernand. Junior dos Santos Francis Ngannou, le pronostic et surtout pourquoi KO deuxième round de Francis. Et donc pourquoi? Junior dos Santos, à mon avis, il est le modèle de Francis en moins puissant. C'est-à-dire que je pense que Francis, il est même un peu plus armé. On a vu Francis développer des coups de coude, on l'a vu travailler des fois sur les genoux. Il a une boxe anglaise plutôt meilleure à celle de Santos, ça c'est mon avis. Il a une puissance de frappe beaucoup plus forte que celle de Dos Santos. Et donc, on a un Dos Santos qui va amener un game qui est celui de Francis. Sur le niveau de la lutte, il ne le sait pas encore Dos Santos et le monde du MMA ne le sait pas. Mais s'il va lutter avec Francis, il va se faire brutaliser. Et au sol, s'il amène Francis au sol, il va se faire soumettre malgré sa ceinture noire. Et ben voilà, merci beaucoup Fernand, comme d'habitude. Un immense plaisir. Plaisir partagé. À bientôt. Soit.